bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sophie Wilmès. Bonjour. Bonjour ou bonsoir. Parce oui, que, bonsoir. Voilà. Alors, vous êtes ministre du Budget et maire, mais vous êtes aussi, on le sait parfois moins, président du MR Périphérie. Et on va commencer d'ailleurs par cette casquette-là, parce qu'on a l'impression que l'union des francophones, qui était quand même quelque chose de très important ces dernières années, mais ça commence à disparaître, parce que dans 3 communes sur les 6 communes à faciliter, il n'y aura pas de liste d'union des francophones, il y aura même des listes dispersées pour les francophones. Est-ce que c'est la fin d'une époque? Est-ce que c'est un échec pour les francophones, ça? Alors, en fait, quand on regarde vraiment la situation des 6 communes à faciliter, on se rend compte qu'il n'y a que une commune est assez en plus importante, qui est la commune de Linkebeek, où les francophones se sont divisés, puisque le PS et DEFI ont décidé de quitter la liste du bourgmestre, représentée par Damien Thierry, et pour faire une liste à part, chose que je regrette terriblement, parce que je constate que les arguments avancés sont assez légers, eu égard à l'importance de rester au niveau de la périphérie dans des listes francophones. Mais que ce soit à Wemmel, Krenhem, Wezenbeek ou Drogenbos ou encore Rots-Saint-Genèse, la liste d'union des francophones telle qu'on la connaît, eh bien, elles sont, elles Krenhem, c'est pas tellement le cas, puisque la bourgmestre CDH se présente dans une liste bilingue. C'est vrai, vous avez raison. Et à Wemmel, c'est pas le cas non plus, parce que Écolo n'est pas dans la liste des francophones. Alors, donc, c'est pour dire, est-ce que cette union des francophones, est-ce que ça a encore du sens, hormis les problématiques qu'il peut y avoir dans l'une ou l'autre commune? Alors c'est vrai qu'à Krenhem, vous avez raison, il y a eu un gros problème. C'est tellement un gros problème que ça m'a occupé tout l'été. Donc c'est un comble que je vous dise que l'union francophone là-bas... C'est pratiquement un déni sur ce qui se passe. En plus, c'est le MR qui est déchiré sur Krenhem. Je pense que c'est plutôt de ce qu'on appelle du wishful thinking. J'avais tellement envie que cette union soit préservée que j'y pense encore comme ça maintenant. Alors effectivement, là, le CDH a décidé de faire une liste séparée, a décidé de quitter l'union des francophones, ce que je regrette fort. Et c'est vrai que certaines individualités au sein du MR, mais de manière minoritaire, a décidé de suivre ce mouvement, ce qui n'était pas l'opinion de la majorité de la section locale, ce qui n'était pas non plus l'opinion de la régionale, c'est-à-dire aussi du MR Périphérie. Pourquoi? Parce que nous avons aussi regardé les programmes en termes de défense des francophones, des droits des francophones, les programmes de manière générale et les programmes en termes de droits des francophones, et on constate qu'il n'y a seulement qu'avec la liste que nous allons former avec DEFI que la défense des droits des francophones est assurée sans équivoque. Oui, mais est-ce que ça veut dire que ces MR rebelles vont être exclus? Alors, on a une règle très simple au parti, c'est que quand on décide en pleine conscience de se mettre sur une liste qui n'est pas soutenue par le parti, de se mettre sur une liste qui s'oppose en fait à la majorité et à ce que la section locale a décidé, eh bien on se met par définition en dehors du parti, ça me paraît logique. Donc quand on prend la vue d'hélicoptère que j'essayais de vous proposer au début, de dire est-ce qu'il y a un malaise d'union des francophones en périphérie? Est-ce que c'est la fin de l'union des francophones? Ou bien c'est juste des épiphénomènes? Je pense que ce sont des épiphénomènes parce que de manière générale, à Wemmel, vous savez, à Wemmel, les francophones qui sont partis sur l'autre liste ne sont pas issus de partis importants qui sont eux-mêmes la base de l'union des francophones. La base de l'union des francophones, ce sont les partis francophones. Et donc là, vous aurez une liste d'union des francophones telle que normale. Ça n'empêche pas évidemment des individualités particulières, d'expression francophone, d'aller sur d'autres listes. Alors non, ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas aujourd'hui outre mesure parce que je vois le résultat et je vois que l'union des francophones est sauvegardée. C'est vrai cependant qu'avant l'été, il y a eu des mouvements, des interrogations et on s'est parfois un petit peu demandé parce qu'il y avait eu un début à Linkebeek, s'il n'y allait pas avoir un espèce d'effet d'entraînement sur l'union des francophones. On constate que ce n'est pas le cas. Ce qui est, à mon avis, une très très bonne chose pour la périphérie. Vous avez peut-être craint aussi d'être mis sur le côté dans toutes les communes, que le MR soit un peu mis sur le côté de ces listes d'union, puisqu'on reproche aussi le fait que finalement le MR gouverne avec la NVA. Alors, moi, je n'ai jamais craint ça, pour la simple et bonne raison que, premièrement, au niveau fédéral, on a mis le communautaire de côté. On le sait, nous avons un gouvernement qui se consacre uniquement au socio-économique
et ça marche. Et d'autre part, il faut bien comprendre la périphérie. Quand on habite en périphérie, on se rend compte que les divergences politiques, les divergences d'idéologie politique, eh bien, elles sont transcendées par l'intérêt de rester groupés. Et donc, on voit bien, nous gérons ensemble, par exemple, la Route-Saint-Genèse, avec Défi, avec le PS, avec Écolo, avant avec le CDH. Et ça n'a jamais posé de problème, parce que nous transcendons nos différences pour protéger l'intérêt des francophones, parce que ça reste une matière importante. Et peut-être aujourd'hui qu'une certaine partie des gens se disent on entend moins, le communautaire est moins vécu de manière acute. Bien sûr, parce que nous avons mis le communautaire de côté au niveau fédéral, mais il n'en reste pas moins que notre tutelle flamande reste ce qu'elle est et que nous devons impérativement rester soudés. Alors, je ne veux plus me mentir. C'est ce que Nicolas Hulot a dit hier matin. Il a démissionné spectaculairement en France. Il n'a pas résisté au lobby. Je voudrais connaître votre réaction à cela. Je vous en propose 3. La première, c'est il faut une carapace quand on est ministre. La deuxième, c'est une dérobade. Et la troisième, c'est un gâchis. Il faut. Moi, je pense de toute façon que quand on n'est plus en phase avec son engagement politique, avec l'équipe dans laquelle on est, avec le projet dans lequel on se porte, il faut tirer les conclusions. Ça, c'est certain. Je pense aussi qu'en politique, on doit faire des compromis et que c'est probablement difficile quand on n'a pas été comme beaucoup. Moi, par exemple, j'ai fait les communes et puis j'ai fait la province. Ça fait 18 ans que je fais de la politique. J'ai fait de la politique 18 ans avant de devenir ministre. Et donc, il y a certaines choses que j'ai acquis. En plus, le compromis à la belge, on sait ce que c'est. Et donc, je pense qu'effectivement... C'est pour ça que c'est difficile pour un people, finalement, entre guillemets, d'accéder à ce genre de fonction et donc de résister à la vie politique qui n'est pas la même que la vie dans la société civile. Qui n'est pas la même, mais qui doit être aussi empreinte d'un engagement réel et sincère. Et donc, il ne faut pas tout confondre. Je pense que, effectivement, moi, je ne connais pas les raisons profondes et personnelles de M. Hulot d'avoir démissionné. Ce que je sais, c'est que quand on n'est plus en phase dans un projet, il faut rester sincère avec soi-même et on doit pouvoir partir. Mais je sais aussi qu'il faut souvent regarder l'ensemble du projet à réaliser et comprendre et apprendre que, par exemple, dans le cas d'une coalition, ce qui est le cas en Belgique, eh bien, on doit faire des compromis. On doit pouvoir accepter aussi le point de vue de l'autre et rester dans le dialogue et savoir qu'on ne peut pas remporter toutes les victoires sur toutes les étapes, parce que c'est pas ça, c'est aussi ça le sens de la démocratie. Le sens de la démocratie, c'est de ne pas pouvoir avoir toujours tout ce qu'on veut comme on aimerait bien l'avoir. Là, c'est peut-être une coalition au sein d'un seul et même parti, mais dans votre cas, est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous disiez là, je dois démissionner, ou j'ai envie de démissionner, ou j'hésite? Non, la démission, jamais. La démission, jamais. Mais je reconnais qu'il y a des moments où je me suis dit, OK, ça me convient moins, mais regarde l'ensemble du tableau. Et l'ensemble du tableau, je continue à me reconnaître dedans. Et ça, c'est fondamental. Alors, parlons un peu du fédéral. Le nouvel ambassadeur des États-Unis à Bruxelles est enfin arrivé. Ça a mis du temps. Et il a déjà annoncé la couleur. Il a dit que la Belgique doit consacrer 2% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires. Il en a profité pour faire la pub des F-35 qui devraient peut-être remplacer les F-16. Alors, quand les Américains insistent comme ça... on a vu l'ambassadrice de France, quand elle a été un petit peu loin sur les avions français, Charles Michel l'a recadré. Alors ici, l'ambassadeur américain, est-ce qu'il va trop loin? Non, moi j'ai lu son interview, je ne pense pas qu'il va trop loin. Je pense qu'il fait son job. Il fait son job, il défend les intérêts des États-Unis et il répand sa parole. Donc il explique son point de vue. Ce que je sais aussi, c'est qu'au niveau des dépenses de l'OTAN, puisqu'il s'agit en fait de l'engagement des membres de l'OTAN de porter à 2% de leur PIB leurs dépenses en termes de défense. Ce que je sais, c'est que la Belgique et ce gouvernement a décidé depuis 2014 de cesser la diminution des dépenses. C'est ce qu'on appelle halt any decline, premièrement. Et deuxièmement, c'est surtout inscrit dans une stratégie d'investissement à long terme, puisqu'on va investir 9,2 milliards, portant ainsi notre pourcentage de PIB en termes de défense à 1,3%. Alors après, vous allez me dire, mais 1,3%, ça n'est toujours encore loin des 2%. Mais il faut tenir aussi compte de la qualité de nos interventions. Quand nous intervenons avec nos F-16, on a une valeur ajoutée très spécifique au niveau de la coalition. Il faut aussi tenir compte des besoins réels et de la capacité d'absorption. Du jour au lendemain, on ne passe pas de 0,9
à 2%, d'autant plus que vous aurez remarqué qu'en passant de 0,9 à 1,3%, on parle déjà d'un investissement de 9,2 milliards supplémentaires. Ça n'est pas rien. Donc ça veut dire que ça prendra du temps. Et alors, par exemple, économiser un peu sur les F-16, ne pas racheter tout de suite d'autres avions. La ministre du Budget que vous êtes peut-être serait contente. Ça permettrait d'avoir un budget mieux équilibré. Vous savez, l'avantage d'être au budget, c'est qu'on a une vision transversale sur l'ensemble du projet du gouvernement. Moi, je suis convaincue que le remplacement des F-16, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'on l'a vu dans des conflits particuliers. On a été une grande valeur ajoutée dans la coalition. Et quand on fait partie d'une coalition, quand on fait partie d'un groupe qui a pris l'engagement de s'aider et de s'entraider, eh bien, il faut porter sa pierre à l'édifice. Alors, pendant l'été, vous avez sorti une carte blanche avec d'autres MR. Vous disiez qu'il faut refédéraliser certaines matières. Bon, ça a suscité beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez cette sortie ou vous dites non, j'ai bien fait ? Mais vous savez, la question de la refédéralisation, elle se pose exactement dans ces termes-ci. C'est de dire que quand on approche les questions institutionnelles, eh bien, il faut, au lieu d'avoir une vision idéologique, il faut avoir une vision d'efficience. Qu'est-ce qui est le plus efficace? À quel niveau de compétence? Et donc, c'était ça le message. Le message est, quand nous parlerons d'institutionnel, si nous parlons d'institutionnel, eh bien, nous devons avoir ce type de réflexion-là, pas une réflexion idéologique tout aux régions, mais une réflexion due à l'intérêt, au meilleur intérêt de mettre telle compétence à tel niveau de pouvoir. Est-ce que vous ne tendez pas le bâton pour nous faire battre en ouvrant la porte à une future réforme institutionnelle? Alors, il y a quelque chose. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qui sera évoqué, pas maintenant, mais plus tard, lorsque nous parlerons des élections de mai. Deuxièmement, je pense que chaque parti, chaque personnalité politique, et on le voit aussi au nord du pays, n'attend pas un coup de sifflet de départ pour exprimer ses convictions. Moi, j'ai toujours eu ces convictions-là profondes. Et c'est vrai que nous devons attendre à l'intérieur du parti, au MR, de nous mettre en ordre de marche sur ces questions-là. Et bien, ce sera pour un peu plus tard. Alors, pour terminer rapidement, qu'est-ce que vous avez à faire à la rentrée? Lundi, c'est la rentrée. Qu'est-ce qui reste encore comme boulot d'ici le mois de mai et les élections? Alors, lundi, c'est la rentrée pour l'école. Nous, on est déjà rentrés. Oui, oui. On a un conseil des ministres ce vendredi. Très simplement, la mise en œuvre des décisions qu'on a prises cet été. D'abord, la mise en œuvre du budget. On doit le présenter à l'Europe, je dois le présenter au Parlement, le faire voter. C'est la seule chose qui rendra ce budget applicable. Et puis alors, il y a toute la partie du Jobs Deal où on doit aussi mettre en œuvre ces 26 mesures que nous avons décidées et qui prendront un temps de concertation, évidemment, mais aussi un temps de chemin légistique au niveau du Parlement. Il y aura même des actions syndicales pour les fêter. Il y aura, il paraît, quelques actions syndicales, mais moins importantes que ce qu'on nous avait annoncé, puisqu'on se rend compte que même les syndicats ont compris qu'il n'était pas inutile de continuer le dialogue de manière constructive, ce qui est une bonne chose. Merci. Demain, je reçois Benoît Ellings. Bonne soirée. Au revoir. Merci.